Février 1828. Dans une petite île battue par les vents, naît un écrivain dont l'œuvre extraordinaire, traduite en plus de 116 langues, reste encore aujourd'hui celle qui est le plus lue dans le monde entier. Il s'appelait Jules Verne. Avril 1926. Un écrivain américain décide de créer une revue dans laquelle il publiera des textes de prophéties scientifiques, dit-il. Et comme il n'est guère satisfait de ce terme, il va en créer un autre qui fera littéralement fortune, science-fiction. Avril 1979. Pour la première fois en Europe, est créé un magazine de télévision entièrement consacré à la science-fiction, Temps X. Eh bien oui, Temps X est donc votre magazine. Le magazine de tous ceux qui aiment et connaissent la science-fiction, bien sûr, mais également de tous ceux qui, s'intéressant à l'avenir, souhaitent en découvrir certains aspects. Que sera notre monde demain? Telle est la question que se posent les auteurs de science-fiction, et c'est de cette réponse que découle toute la science-fiction, c'est-à-dire une approche du futur par la voie de l'imaginaire, et avant tout par la voie du roman. Depuis Jules Verne, tenez-vous bien, plus de 50 000 textes ont été publiés. Et puis il y a bien sûr le cinéma. Qui n'a pas entendu parler ou vu des films comme Rencontre du troisième type ou encore La guerre des étoiles? Et puis il y a encore la bande dessinée, la musique, le cinéma, le théâtre, même la sculpture de science-fiction. Bref, on peut dire aujourd'hui que la science-fiction est bel et bien partout. Alors, partons à la découverte de ce nouveau et passionnant domaine de la culture où tout est possible. Et avant tout, commençons par l'actualité. Chaque semaine, nous vous présenterons des informations, des films, des ouvrages que nous sélectionnerons exprès pour vous et qui nous paraîtront les plus intéressants. D'autre part, dans la rubrique Temps X à la une, nous mettrons en valeur chaque fois un événement particulièrement important dans le champ de la science-fiction. Il pourra s'agir, bien sûr, d'ouvrages, mais il pourra s'agir également de toute autre chose. À la une de Temps X cette semaine, André Ruellan, l'auteur de science-fiction bien connu. Et enfin, pour tous ceux qui veulent rêver au futur, eh bien, nous ferons une découverte des grands thèmes de science-fiction. Et cette fois-ci, nous commencerons par le voyage dans l'espace que nous mettrons en question tout à l'heure en compagnie du physicien Jean-Pierre Petit. Voilà, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, à un voyage que nous vous invitons, un fabuleux voyage qui nous mènera très loin, jusqu'aux frontières du possible. Alors, attention, nous ne sommes plus en 1979. Temps X vous souhaite la bienvenue dans l'avenir. Imaginons qu'il nous soit possible de voyager dans l'espace, d'étoile en étoile, jusqu'aux confins de l'univers et d'y rencontrer des civilisations extraterrestres, celles qui peuplent les autres mondes. Imaginons aussi que nous soyons secondés dans toutes nos tâches par des robots et que des cerveaux électroniques d'une incroyable puissance résolvent à notre place les problèmes les plus complexes. Imaginons enfin que nous ayons maîtrisé le problème du vieillissement et de la mort, que nous ayons aussi développé en nous des super-pouvoirs qui feraient de nous ce qu'on appelle des surhommes. Tout cela, aujourd'hui, c'est encore de la science-fiction. Mais c'est aussi peut-être la réalité de demain. Et je voudrais maintenant m'adresser à un jeune invité. Il a 13 ans, il s'appelle Frédéric. Il est, je crois, fanatique de science-fiction, il en lit depuis 5 ans. J'aimerais tout de suite, puisque tu as lu le livre d'André Ruellan, que tu nous donnes ton opinion sur cet ouvrage. Est-ce que c'est de la science-fiction pour toi? À mon avis, c'est entre la science-fiction et une sorte de fantastique étrange. Ce serait la frontière. Oui, c'est la frontière, c'est la limite. Pourquoi est-ce que tu lis de la science-fiction, toi qui es jeune? Je lis la science-fiction parce qu'à mon avis, un auteur de science-fiction a un champ, un terrain d'expression beaucoup plus vaste qu'un autre. Il peut créer des situations qu'on ne trouve pas dans d'autres romans et en plus, la science-fiction m'apporte aussi une évasion et une distraction très grande. J'aimerais que tu me dises ce qu'est ta définition de la science-fiction, Frédéric.
Ma définition de la science-fiction, c'est une recherche prospective du possible. Oh là là, ça c'est formidable. Écoutez, je vous remercie l'un et l'autre. Je te rappelle donc le titre du livre à la une cette semaine, Les chiens d'André Ruellan, aux éditions Lattès. Un livre auquel, évidemment, Temps X souhaite de nombreux lecteurs. Alors, Daniel Viguet a placé sous hypnose préparatoire le sujet et nous allons assister en direct. Nous allons donc assister en direct à une transe hypnotique au cours de laquelle Jean-Pierre Prévost va, comme il l'a fait de nombreuses reprises, raconter son aventure et peut-être préciser la nature de son contact. Alors Daniel Viguet, si vous êtes prêt, nous pourrions procéder peut-être à la séance de façon à ce que nous puissions établir un dialogue avec Jean-Pierre. Est-ce que vous pensez qu'il est, prêt? Assez profond, si vous voulez, peut-être essayer de... Essayez vous-même. Voilà. Alors, tu dors toujours très profondément, tu écoutes toujours le son de ma voix, tu sais que ton bras est insensible, absolument insensible, totalement insensible, je peux le piquer dans n'importe quel sens. Tu ne ressens absolument aucune douleur, absolument aucune douleur, absolument aucune douleur. Tu es toujours très bien, très calme et très détendu, tu dors profondément, très profondément, tu entends ma voix, tu entends toujours le son de ma voix, tu n'entends que ma voix, tu n'obéis qu'à ma voix, tu ne te réveilleras que lorsque je t'entendrai l'ordre. Mais pour l'instant, tu dors, tu es très très bien, très calme, très détendu. Et tu vas te transporter dans le temps lors d'une rencontre avec Orio. Tu vas remonter dans le temps, tu remontes dans le temps, et tu vas aller dans le temps. Un jour où tu as rencontré Orio, un jour où tu as pu poser des questions à Orio. Et tout à l'heure, lorsque je te poserai des questions, tu pourras répondre tout à fait clairement, sans t'émouvoir, sans t'affoler. Est-ce que tu remontes dans le temps? C'est très bien. Est-ce que tu es arrivé un jour d'une rencontre avec Orio? Tu peux parler un peu plus fort. Tu peux parler tout à fait normalement et un petit peu plus fort, afin que tout le monde entende ce que tu as à dire. Est-ce que tu es en face d'Orio? Oui. C'est très bien. Alors maintenant, tu vas par exemple lui demander d'où il vient. Tu peux lui demander d'où il vient. Tu sais que tu es comme dans un rêve, exactement comme dans un rêve. Et tu peux dialoguer avec lui. Alors à partir de maintenant, au travers des questions que je vais te poser et que tu vas lui poser, tu vas nous donner sa réponse. Est-ce que tu peux lui demander d'où il vient? Oui. Tu peux nous donner la réponse. Il m'a expliqué de l'espace, mais j'ai jamais su la provenance. J'ai jamais su l'endroit exact. Tu es en face de lui. Repose-lui la question pour voir. Il veut pas. Il m'a jamais fourni la réponse. Bien. Qu'est-ce qu'il est? Puisqu'il ne me peut pas dire d'où il vient. Qui il est? Il est un habitant d'une autre planète, hors de la galaxie. Une habitante d'une autre planète hors de la galaxie? Oui. Très bien. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Est-ce qu'il peut te dire ce qu'il fait? Plusieurs choses. Mais entre autres. D'abord, nous montrer que depuis des années, on est les moutons d'une science de faussaires, nous donner les moyens de les rencontrer officiellement et non plus par hasard, et nous tendre une perche pour éviter un non-retour de 83. Est-ce qu'il pourrait te communiquer un message spécial aujourd'hui, maintenant? Il a déjà communiqué. Il l'a déjà communiqué. Vous voulez poser? Pendant que Daniel Viguet ramène à l'état de veille Jean-Pierre Prévost, je voudrais que vous tiriez une conclusion de ceci. Selon vous, donc, il existe un certain nombre de messages. Je viens de relever deux choses. D'abord, la notion de rendez-vous de 1983, de point de non-retour. Et 1980, 15 août 1981. De quoi s'agit-il? Orio
ce personnage. L'entité, donc, qui est en contact avec lui. C'est cela, une entité qui est charnelle, n'est-ce pas, que Jean-Pierre Prévost a rencontré plusieurs fois et qui a été... L'illustration apparue dans l'ouvrage, mais nous avons en studio ici une illustration de Sabine Mangin qui le représente, mais alors de façon photographique. Cet être, cette entité, qui est un être de chair comme vous et moi, donne un message. Il ne donne pas d'ordre. Il s'agit pour nous, les terriens, de prendre conscience du fait que si nous continuons à faire les imbéciles, je dis un mot, c'est un euphémisme, tel que nous le faisons, en polluant la terre, en essayant de nous entretuer les uns les autres, nous courons à la catastrophe. Et attention, je ne voudrais pas que nos amis qui nous regardent se méprennent. Nous ne sommes pas porteurs de messages de prophètes et autres, pas du tout. Oui, parce qu'il y a pas fondé une religion d'une secte. Ce n'est pas vous n'ignorez pas qu'il y a beaucoup de mouvements maintenant qui se prévalent de contact avec des extraterrestres, notamment la secte de Raël, et qui ont un certain nombre de messages à délivrer. Est-ce qu'on est en face d'une chose de ce type ou est-ce que c'est différent selon vous? C'est différent, mais tous les messages que reçoivent les contactés ont ceci de commun, c'est qu'ils prêchent l'amour des êtres les uns envers les autres. Ils prêchent la fraternité. Vous allez me dire qu'un brave homme, il y a 2000 ans, a fait la même chose et qu'il a mal fini. Je le sais, nous le savons tous. Mais aujourd'hui, lorsqu'on prêche le besoin de fraternité, lorsqu'on dit « tendez-vous la main » et ne vous tendez plus le poing, ça amène des sourires et on dit « mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Ce sont des sectateurs, ce sont des gens qui vont faire un culte, etc. » Mais pas du tout. Alors comment, que risquons-nous, nous, terriens, à prêcher la fraternité, à essayer de nous serrer la main? Mais nous avons tout à gagner. C'est le pari de Pascal. Oui. Et qu'allons-nous gagner si nous continuons à pourrir la terre? Nous avions, ces êtres, jadis, ont fait de la terre, ou du moins ont essayé d'en faire une sorte de paradis. C'est de là que vient cette notion d'éden. Et nous l'avons transformée en porcherie. On ne peut pas vivre continuellement dans une porcherie. C'est donc le sens du message de l'entité Orio, contactée. J'ai retenu donc une date qui est le 15 août 1980, une date qui est en harmonie d'ailleurs avec le calendrier chrétien, puisque le 15 août est une date très importante dans ce calendrier. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir en détail sur cette affaire. J'aimerais simplement poser une question à Jean-Pierre Prévost, qui maintenant est de nouveau à l'état de veille, qui pourra donc parler normalement. Tout à l'heure, il était en hypnose, maintenant, il est comme nous tous. Et Jean-Pierre, est-ce que vous avez la conviction que ce rendez-vous du 15 août 1980 est le véritable rendez-vous, celui qui fera la décision, rapidement? Très rapidement, honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, j'ai une confiance aveugle en tout ce qui m'a été dit, parce qu'à maintes reprises, ils nous ont fait démonstration que c'était véridique. En plus, j'ai une confiance aveugle parce que ces gens-là, enfin ces êtres, qui nous apportent, comme disait Jimmy, la possibilité de se sortir de la situation dans laquelle on est, ils pourraient très bien nous laisser tel qu'on est. Donc, puisqu'ils viennent nous aider, il n'y a pas de raison de ne pas leur faire confiance. Et je ne pense pas que s'ils ont avancé une date qui est si proche de nous, puisqu'elle est au mois d'août de cette année, je ne pense pas que ce soit pour faire une blague. C'est avec beaucoup d'humilité que nous vous faisons confiance et que nous demandons que l'ensemble de ceux qui nous écoutent maintenant fassent ce bulletin de confiance. Nous pouvons essayer de répondre à cette question en nous tournant vers l'homme du XXIe siècle. Docteur Salomon, ce sera notre dernière question. Comment envisagez-vous le visage donc, de cet homme du XXIe siècle? Avec beaucoup d'optimisme, mais avec un optimisme tragique parce que ça ne se fera pas sans mal. Il y aura des révolutions, je ne crois pas à une apocalypse nucléaire, mais il y aura beaucoup de bouleversements. Mais l'homme du XXIe siècle sera amené à une certaine convivialité parce que la planète est toute petite, parce que les ressources s'épuisent et parce que, selon des fameuses expériences sur la densité des poissons dans un bocal, enfin, nous n'avons pas le temps d'en parler ici, à partir d'un certain seuil, une certaine coexistence s'établit. On passe de la planète telle qu'elle est à la planète bateau, où il faut délimiter l'espace et acquérir un nouveau code de conduite. Ce nouveau code de conduite, nous sommes très reconnaissants d'avoir bien voulu l'esquisser avec nous. Et puis vous pourrez, vous qui vous y intéressez, essayer d'en savoir plus dans cet ouvrage absolument passionnant que le docteur Salomon donc, a publié sous le titre « L'avenir de la vie ». Et vous pourrez y voir en particulier que
il y est question de l'avenir de la vie dans l'espace, car l'espace représente évidemment et peut-être même le milieu privilégié pour un développement futur de la vie. Car en effet, dès 1985, des hommes travailleront en permanence dans l'espace et y vivront des périodes assez longues. Et puis, à partir du début du XXIe siècle, des bases permanentes seront installées soit autour de la Terre, soit sur d'autres mondes, dans le système solaire. Et tout ceci permettra à l'homme de pénétrer un milieu nouveau, mais un milieu qui est quand même extrêmement hostile. Pas de pesanteur, des températures inférieures à 270 degrés, en dessous de zéro, pas de limites physiques tangibles, et ceci, évidemment, étant surajouté par le fait qu'il y a des agresseurs extrêmement nombreux dans ce milieu. Tout d'abord des rayons cosmiques, dont certains sont extrêmement dangereux, et puis également des gaz stellaires de toute nature, et enfin des poussières dont certaines contiennent des micro-organismes, des particules organiques. Pour se protéger contre ce milieu, l'homme devra effectivement inventer un certain nombre de barrières. Ce sera la médecine spatiale de le faire. Des barrières qui le protégeront sur le plan physique et également sur le plan psychique. Et peut-être même devra-t-il être modifié dans sa structure biologique. Qui sait ?